Salut Nico, Bonjour. merci en tout cas d'être là aujourd'hui pour notre podcast Les Grosses Idées, épisode 2. Avec Clémence, on a prévu de te cuisiner aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur toi. C'est toujours sur nos questions favorites comme pour la session avec Thomas. Donc pas de surprise entre guillemets sur les questions, à part sur les questions surprises. Donc voilà, Clémence, je te laisse peut-être lancer les questions. Parce qu'on sait que Nico est très doué, on lui a quand même prévu quelques petites surprises. Donc d'abord, Nico, j'aimerais que tu te présentes en 60 secondes, mais on va rajouter une petite difficulté, c'est qu'on va te demander de rajouter ces 3 mots qu'il faudra que tu rentres. Donc dans ta présentation, on va avoir le mot savate, mapala et flouze. C'est à toi. Mapada. Mapala. 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 Mais qu'est-ce donc? Moi aussi, je savais Mapala pas ce avec que ça voulait dire. Comment il est? Tu préfères comment il est? Ah oui, comment il est, oui. Allez, go. C'est pas évident. Comment Bah, il est? Savate et flouze. Let's go. Et alors? Comment il est? On commence tous ensemble. Bon, aujourd'hui, on va parler flouze. Moi, je travaille dans l'argent, éducateur financier. Généralement, désormais, à La Réunion, donc en savate au quotidien, évidemment. Évidemment. J'ai 41 ans, ça se voit, les cheveux blancs, un peu boomer sur les bords. Je fais de la création de contenu depuis longtemps, en fait. C'est-à-dire que j'étais analyste boursier pour des grandes sociétés internationales, des grands courtiers. Ok. Et j'ai créé un compte Twitter en 2010. Et puis petit à petit, j'ai développé YouTube en 2012 et d'autres réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram plus tardivement. Et voyant l'influence prendre son essor, je me suis dit que j'allais devenir influenceuse make-up voilà, du jour au lendemain. Ça se voit, Voilà. ça se voit. T'as On fait voit un que tu es switch, qualifié. Et Un donc, switch à 360. c'est ça. T'es passé d'analyste financier à créateur de contenu. Voilà, créateur de... Et en fait, pas tant que ça, parce que je travaillais pour des entreprises qui avaient besoin d'un analyste. Un analyste allait créer des contenus pour les clients, pour les éduquer, et allait aussi créer du contenu pour faire parler de la société dans les médias, à des conférences, à des événements. Mhm. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis en train, à chaque fois que je change d'entreprise, de refaire une chaîne YouTube, de refaire un compte LinkedIn, de recréer des concepts pour eux. D'accord. Je vais avoir 40 ans, ce serait bien qu'à un moment donné, j'ai mon truc à moi. Voilà. Bien sûr. Donc, j'ai créé ma propre entreprise en 2017, qui était un salariat déguisé à l'époque, puisqu'en fait, je passe de salarié qui va au bureau à prestataire qui a un gros client et quelques petits clients à côté. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et en 2022, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de le faire pour plusieurs marques. Et donc d'être sur tous les réseaux sociaux, de créer du contenu éducatif pour les Français autour de l'investissement, de la création de patrimoine. Et voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui de notre belle île de La Réunion. Super. Super, merci. Justement, c'est quoi ton rapport avec l'île de la Réunion? J'adore le rougail saucisse. Et ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Mon père m'en faisait petit. Tous les mois, on avait un rougail saucisse parce qu'en fait, alors attention, il va y avoir combat Réunion Maurice. Lui avait été à Maurice pendant des années jeune. Attention, Voilà, je te surveille. et il a, et voilà, il m'a pas dit que c'était réunionnais à l'époque, mais j'ai cette Ok. non, ça c'est la private joke. Concrètement. Je fais 10 ans à Paris, le Covid arrive, j'habite à Paris avec mon épouse, Jacqueline DCA de son petit nom pour ceux qui connaissent un peu mes réseaux. Et une fois notre aventure parisienne terminée, donc il y a le Covid qui arrive là, on se dit qu'est-ce qu'on fait encore enfermé dans un appartement de 50 mètres carrés à Paris? Comme beaucoup de gens à cette Comme beaucoup de gens, on venait de région centre tous les deux, moi d'Orléans, elle de Tours, et je lui dis mais... Jacqueline, retournons en Touraine. Elle me dit, mais bien sûr, prenons un chien et un scénic et la vie est terminée. J'ai compris que c'était ironique. On a fait des petites recherches. Elle, médecin, chirurgien ophtalmo pour les enfants, m'a dit qu'elle avait des collègues qui étaient partis dans les dom-toms. Parce que partir à l'étranger dans des pays anglophones et tout ça, c'est pas simple, il faut repasser des équivalences, etc. Et donc... on est allé en Guadeloupe, on a des amis qui étaient allés en Nouvelle-Calédonie, elle est allée en Guyane, on est venu à La Réunion et là, coup de cœur total.
Ça remplissait énormément de cases. Je sais pas par quoi commencer, mais je pense que les gens, en fait, les gens ici sont gentils. C'est Bisounoursland, tout le monde est gentil et poli. On te laisse passer au stop, t'entends pas un klaxon. Les gens disent bonjour, se respectent. Elle qui est médecin, ma femme, elle adore. Elle a des gens apprêtés qui viennent bonjour docteur et tout ça. Un respect qui s'est un peu perdu à Paris dans le stress, le speed de la vie. On avait besoin d'un peu plus de calme. Moi qui travaille dans la bourse, qui ai fait 10-12 ans dans des grosses boîtes internationales et tout, métier stressant. Elle aussi, médecin, chirurgien, voilà. Le soleil, il fait beau tout le temps. Il fait beau tout le temps et quand il pleut, on est content parce qu'on n'a pas besoin d'arroser les plantes. Donc je suis content 100% des matins de ma vie désormais. Mais je vous jure, c'est un game changer. Ça fait 3 ans que j'habite à La Réunion. Je suis content tout le temps. Et est-ce que tu sens un clivage entre le fait de travailler en France, en métropole, et au niveau de l'entrepreneuriat à La Réunion? Alors, ayant écouté le premier épisode du podcast Growth Idées, c'est vraiment un podcast qu'il faut que vous suiviez. Il y a effectivement un nid d'entrepreneurs que l'on peut plus facilement rencontrer ici. C'est accessible. Tu rencontres un copain, il te dit moi je fais du SEO, l'autre il dit moi je fais des contenus, moi je fais de la vidéo. Aujourd'hui je suis chez Trapez Studio, alors que jusqu'ici je faisais mes vidéos en métropole dans des studios. Maintenant je sais qu'il y a un studio à 1 heure de chez moi, donc je vais pouvoir le faire ici. Et comme ça se crée un réseau de gens qui en fait deviennent des copains, je l'espère avec le temps des amis, chez qui tu vas boire des matchas et manger des super brunchs. J'ai participé l'année dernière au Growth Island. Il y avait 150-200 entrepreneurs. Ouais. J'ai rencontré des lecteurs que j'ai revus après. Il y en a un avec qui je vais faire du basket, un autre du snorkeling. N'hésitez pas, si vous n'avez pas été présent, hélas, pour la première édition, une partie de la conférence de Nico est disponible sur la chaîne YouTube du Growth Island. Ouais, c'était vraiment une super expérience. Parce que les gens ne se prennent pas la tête. Ça ne se prend pas au sérieux. On n'a pas de costume, voilà, il n'y a pas de... Il y a un vrai marketing autour des conférenciers en tongs, en plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas de costume, on a des birks. Chez Growth Island, on va bientôt faire une petite collab avec Birk. Ouais, c'était ma première conférence en tongs. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui se sont déplacées. C'est pour tes doigts de pied. Je pense que si jamais tu veux passer du make-up à autre chose, on pourrait lancer un petit compte mime. Je pense que ça marcherait pas mal. Ça change tout, en fait. Ouais. Tu fais ton travail, tu es toi-même, tu es détendu, mais tu fais quelque chose de professionnel et de sérieux. Du coup, tu es en adéquation avec toi-même. Voilà. Donc tout ça a fait qu'on a atterri à La Réunion, qu'on y est depuis 3 ans, très heureux. On est en train d'acheter une maison. Je me vois habiter ici. En fait, pour la première fois dans ma vie, je n'ai pas de date. Jusqu'ici, tu sais, je fais une école de commerce, j'ai une date de fin. Je fais un job, je vais le faire 4 ans, machin. Depuis que je suis arrivé à La Réunion, on me dit, mais tu fais quoi? Tu reviens quand? Machin. Et je dis, je ne sais pas. Et en fait, c'est super agréable de ne pas savoir. Juste, je savoure le chemin plus que l'objectif. On est vraiment sur une petite idylle pays, sur l'île Intense. Ouais. Et du coup, là, ça a l'air de très bien se passer. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous racontes une de tes grosses galères et aussi un moment où c'était vraiment un kiff. Alors, je vais donner 2 exemples pour chacun. Parce qu'il y en a un réunionnais et l'autre non. En galère. Alors pour commencer avec une mini galère réunionnaise, il y a 15 jours, j'organise un événement, le sommet de l'investisseur. Je fais 20 heures de vidéo, 22 invités, tout mon réseau est connecté, etc. Ça commence le lundi. Le jeudi, il y a eu des grèves nationales, etc. Là, j'ai plus d'internet. Et je me dis, c'est pas grave, ça doit être les grèves. Le lendemain matin, vendredi, plus d'internet non plus. Et là, je me dis, mais lundi, j'ai le plus gros événement de ma vie. J'ai pas d'internet, tu peux pas être là. Qu'est-ce qui se passe? Bon. J'ai été très chanceux, parce qu'en fait, celui qui a installé l'internet dans cette maison où j'habite est le PDG de Zeop, qui est effectivement, le directeur de... Il y a peut-être moyen de moyenner. Donc bon, je lui ai fait un petit message, il était très gentil, et ils m'ont réparé ça très rapidement. Voilà. C'était une micro-galère qui aurait pu être une énorme galère quand même.
Tu t'en es Euh, bien sorti. ouais. Une galère en tant qu'entrepreneur, c'est que au moment où j'ai arrêté d'être prestataire pour un gros client et où je me suis dit que j'allais partir à La Réunion, j'ai rencontré un jeune créateur de contenu extrêmement talentueux. Il bossait dans une entreprise, moi j'étais prestataire pour une autre, on est devenus copains et je lui ai parlé de mon projet et on s'est mis à bosser ensemble dessus. Donc, j'ai arrêté avant d'arriver à La Réunion en janvier, j'ai arrêté 6 mois avant. Et une fois à La Réunion, je voulais le lancer en mars. Donc j'avais 8 mois de travail pour préparer tout mon projet, c'est-à-dire rebrander tous mes réseaux sociaux, créer un concept d'émission, créer des grilles de production, trouver les partenaires, les signer, les mettre en place, etc. Donc toute la mise en place du socle qui allait me servir pour la décennie à venir, je dirais. On fait tout, il m'aide à fond, il est extrêmement bon, on met tout en place, je déménage à La Réunion, je suis prêt, on est début mars, on lance tout. Et le 20 mars, il me dit j'arrête. Il se trouve qu'en fait, il est aujourd'hui, si je puis dire, meilleur que moi dans le sens où en fait, il est devenu créateur de contenu, mais dans l'intelligence artificielle. Il a pratiquement 1 million de followers sur LinkedIn. Là, il était aux États-Unis, à San Francisco, la semaine dernière pour rencontrer Notion, Make et autres logiciels que nous, créateurs, utilisons régulièrement. Et ça a été un gros coup dur, ouais, parce que j'avais mon bras droit qui m'avait aidé à tout mettre, qui partait. Mais je savais que c'était bon pour lui. Donc, je l'ai pas mal pris. On est restés très bons potes. On s'appelle régulièrement. Je vois ce qu'il fait, il voit ce que je fais. On synergise. Mais coup dur sur le moment, quoi. Tu te dis, je viens de prendre des risques, de partir à La Réunion, de m'installer, de me mettre en multipartenaire. J'ai un business qui tourne, mais on a besoin d'être 2 pour le faire. Je suis tout seul. Heureusement, parce que je regarde tout ce qui se fait dans mon écosystème, je repère de très nombreux jeunes créateurs de contenu dès qu'ils commencent. Je les appelle et je me présente en fait. Et certains deviennent des copains, d'autres des partenaires, d'autres on échange, etc. Souvent, quand ils deviennent très gros, 5 ans plus tard, ils s'en rappellent. Et ils le racontent dans des podcasts comme celui-ci. Et j'ai trouvé quelqu'un et tout s'est bien passé, en fait. Et cette personne, à son tour, m'a apporté des choses. Puis elle est partie et j'en ai trouvé une autre qui, à son tour, m'apporte des choses et qui deviendra bientôt mon premier salarié, d'ailleurs. C'est vrai que c'est une grosse problématique, ça, qui remonte souvent chez les entrepreneurs, chez les gens qui se lancent, mais même chez des personnes qui ont par exemple des sociétés. Ça peut vite être compliqué de mener ces projets à bien quand on est tout seul. Il y a une vraie problématique autour de l'entrepreneuriat et de la solitude qui va parfois apporter beaucoup de questionnements, de réflexions. Et du coup, toi, tu collabores avec beaucoup de personnes, mais en même temps, tu es tout seul dans ton entreprise. Comment est-ce que tu arrives à mener ça pour te sentir bien et faire en sorte que tes projets continuent sans pâtir de la solitude qu'il peut y avoir autour de tout ça? Déjà, je rentre 2-3 fois en métropole par an pour des conférences, des rendez-vous, voir mes partenaires, voir mes amis, la famille, etc. Ça, c'est assez plaisant. J'arrive à mêler les deux et à donc rentrer à 2-3 reprises dans l'année. Je fais énormément de calls et de visio, donc j'ai vraiment pas l'impression d'être tout seul. Tu travailles de chez toi, du coup? Je travaille de chez moi, assisté par 2 chats qui me font le café. Qui ne sont pas rémunérés, je le rappelle. Et alors j'aime bien être seul des fois. J'aime bien être seul, j'aime bien réfléchir seul, etc. Je fais venir mon associé actuel. Là, il est venu 3 semaines à La Réunion, donc on a pu mêler plaisir et travail. Donc, tu vois, entre le moment où il vient, les moments où je rentre en France, je vois énormément de monde. Quand je rentre, en fait, je suis épuisé. Ça m'a complètement vidé la batterie. Et en fait, avec ce nouveau rythme de vie, je vais en métropole pendant 1 mois, je donne tout. Je rentre ici, je me remets dedans gentiment. J'ai souvent des amis ou de la famille qui viennent 15 jours, puis je rebosse 1 mois à fond parce que après je repars en métropole pour faire des choses. Du coup, ça me donne une timeline, des objectifs dans ma to-do. Ça doit être fait avant temps. Et ça m'aide à faire les choses, à m'organiser. Parce que je sais que je donne pendant 1 mois, puis j'ai des amis qui viennent. Puis je redonne pendant 1 mois et demi, puis je vais en métropole pour faire des confs, etc. Mais aussi pour me faire plaisir. Et donc, ça s'enchaîne, c'est rapide. J'ai l'impression, quand je regarde ce que je fais sur 1 an, j'ai jamais fait
Enfin, j'ai l'impression que ça a duré des années. C'est l'année qui vient de passer, en fait. Ça a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement organisé et qui s'en sort très bien. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'aujourd'hui, tu nous racontes un petit peu en exclusivité, c'est quoi le montant ou la plus grosse somme que tu aies pu toucher en un minimum de temps, mais aussi, c'est quoi ton investissement qui a fait le plus gros trou dans ton porte-monnaie? T'avais dit Montant qu'on allait- gagné sur les marchés financiers ou en partenariat, choses Ça comme peut ça. être du partenariat, du sponsoring autour de ton entrepreneuriat. C'est quoi la plus grosse somme que tu aies pu rentrer en peu de temps? Le projet, ça peut être un investissement, un projet, une sponsor, une collab. Bah là, récemment, j'ai fait le plus gros événement de ma carrière. C'est un événement, donc le sommet de l'investisseur, où j'ai fait sur cet event qui dure une semaine. D'accord. On a tous envie d'être des nuls. On va tous faire des événements. Mais j'ai presque envie de te dire que je l'ai sous-vendu. Mhm. Parce qu'en fait, 1 million d'emails envoyés, 60 influenceurs qui en parlent, des médias qui en parlent, 20 vidéos qui sortent sur mesure. Quand tu sais que tu vends une vidéo pour une marque, que tu la diffuses sur tes réseaux, ta newsletter, etc., que tu peux la vendre 10 000 euros, si tu fais 20 interviews, en théorie, sur un event comme ça, tu peux faire 200 000 euros. Simplement, sur un event comme ça, il y a différents types de personnes que tu veux. Il y a tes potes, parce que quand tu fais des trucs avec tes potes, tu es en détente. Il y a des marques qui viennent et qui payent. Il y a des spécialistes, des stars que tu fais venir totalement gratuitement parce que tu les veux et qu'il y ait de l'attrait. Et il y a tes partenaires annuels que tu fais passer dedans pour... Et encore, ça rentre même pas dans le partenariat. C'est moi qui ai décidé de créer cet événement en plus, etc. Donc, belle somme, certes, mais... quand tu sais que ça m'a pris 2 mois et demi organisé avant, que ça va m'en prendre 2 mois après, que Bien ça sûr. me prend pratiquement la moitié de l'année, rapporté à mon chiffre d'affaires global, tu veux mes états de compte? non. Ce n'est presque, pécuniairement parlant, pas intéressant. Par contre, les retombées, elles, vont être énormes. Parce que j'ai eu des sociétés cotées comme Engie au 440, Amundi, qui est un des plus gros gérants européens d'actifs. Donc j'espère que ça va faire venir d'autres sociétés. Mes partenaires sont extrêmement contents de cet événement, donc ils vont continuer de travailler avec moi. Certains spécialistes, on s'est dit qu'on allait faire des newsletters ensemble par la suite pour étayer le sujet, donc ça va me créer du contenu pour les mois à venir. Mes réseaux sociaux ont explosé, j'ai pris 15 000 abonnés en un mois. Ma newsletter, elle était à 38 000 abonnés, elle est à 54 000. J'ai gagné des mois de travail. Enfin, j'ai gagné une année d'acquisition sur ma newsletter. Donc, si tu mets tout ça bout à bout, plus le kiff de se faire 20 heures d'interview sur 5 jours avec des gens que... Tu vois, j'ai écrit à des gens qui me connaissent, mais que je connais pas dans la vie personnelle. Je leur ai dit, hey, tu veux venir? Oh, trop bien, ouais, vas-y, on le fait. Et les mecs, ils m'appellent Nico quand on fait le podcast, on se tutoie. Et moi, je les regarde comme ça, tu vois. Pour moi, c'est des stars. Je pense que c'est hyper valorisant ce genre de moment, et en plus c'est vrai que c'est autant humainement, financièrement, pécuniairement, en visibilité, ça te fait gagner beaucoup de choses, mais je pense que tu apprends aussi beaucoup de tes erreurs. Et du coup, je te demandais tout à l'heure, c'est quoi vraiment, ou l'investissement, ou le projet qui t'a fait le plus gros trou dans ton porte-monnaie? J'ai pas eu de projet professionnel qui m'a fait perdre de l'argent. J'ai pas eu de Perdre beaucoup de galère temps. avec mes partenaires. Ça peut être dans le perso aussi. Non, mais après, moi, c'est le trading. Je fais de la bourse depuis 20 ans. J'ai déjà gagné 100 000 euros en une semaine, perdu 100 000 euros en une semaine. Donc, si tu m'avais demandé juste en bourse, c'est quoi? Bon, bah, c'est ça. C'est grosso modo ces ordres de... Et c'est d'ailleurs parce que j'ai fait beaucoup de trading, que ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup de cheveux blancs, et que je sentais que ça n'allait pas avec ma personnalité, mon tempérament, etc., que, sachant que je travaillais dedans, je me suis focalisé sur l'investissement, sur le temps long, sur comment créer un patrimoine pierre par pierre, plutôt que d'essayer de faire le gros coup. D'une part, de faire grossir mon patrimoine avec mes investissements, d'autre part, de faire grossir mon entreprise et donc mon patrimoine d'entreprise avec mon activité dans le temps. Voilà. On va faire un petit retour sur le passé. Si tu devais te parler à toi au début, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, quel est le conseil le plus important que tu te donnerais avec le recul? Bah, déjà, je m'envoie les numéros du loto.
Voilà. Et puis je rachète tous mes petits copains. Je trust le marché. Parce que je fais de la bourse, je me serais dit achète du Nvidia. Écoute, ça peut te paraître bizarre, mais je m'en donnerais pas vraiment de conseils. Parce qu'en fait, la chose que je fais depuis 10 ans pratiquement, où j'ai créé ma société en 2017, donc ça fait 8-9 ans, c'est d'être en adéquation avec moi-même dans tout ce que je fais, dans mes choix de partenaires, dans mes choix de contenu, dans mes choix d'associés, de prestataires, de tout ça, de faire avec mes connaissances d'une part, et avec ce que les Américains appellent le glut feeling. C'est l'estomac. C'est qui je suis, qu'est-ce que je ressens par rapport à la personne, tu vois. Suivre ton instinct. Ouais, suivre mon instinct. C'est trip. Suivre mon instinct, du coup, j'aurais pu faire mieux, mais en fait, je ne regrette rien de ce que j'ai fait, parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en m'écoutant moi-même. À un moment donné, en 2020, j'ai eu un choix à faire très rationnel entre travailler avec un ancien employeur où je savais que ce serait compliqué et travailler avec un ami où je savais que ça pouvait être super, mais où je le sentais pas, tu vois. Et j'ai mis 3-4 mois à réfléchir à tout ça et tout, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise oui, mais non, mais en fait, cet ancien employeur avec lequel j'ai bossé, c'est un ami aussi. Je sais qu'on peut s'entendre, je connais ses défauts. Bien sûr. Donc, je sais déjà sur quoi ça peut coincer. Donc voilà, j'ai suivi mon instinct. Je suis content d'avoir suivi mon instinct. Aujourd'hui, je suis mon instinct dans mes partenaires. Tiens, toi qui aimes bien les chiffres, Clémence, cette année, j'ai refusé un partenariat à 100 000 € dans les crypto-monnaies. Parce que c'était une marque que j'avais pas envie de soutenir, que je me sentais pas à l'aise. Ça aurait fait un très beau chiffre d'affaires. Je l'ai pas fait parce que j'ai suivi ma ligne directrice personnelle. C'est une question qu'on m'a posée il y a pas longtemps. Comment est-ce que tu fais la part entre tes valeurs et ta société, en sachant que ton entreprise ne reflète pas forcément toutes tes croyances? Tu as toujours une question c'est de la monétisation, une entreprise, il faut être rentable, il faut pouvoir, pour mener ses projets à bout, réussir à mettre de l'argent de côté. Mais en même temps, des fois, tu peux avoir un clivage où au niveau de la personne, comme tu le dis, il va peut-être y avoir potentiellement des choses qui vont devenir un petit peu ambiguës si c'est des anciennes amitiés, ou alors des valeurs que tu vas pas porter. Comment est-ce que tu fais ces choix-là? Comment est-ce que tu peux mesurer? Pour toi, c'est plus important de mettre en avant ton entreprise ou de faire vivre tes valeurs, par exemple? Alors, tous les partenaires que j'ai sont des marques que j'utilise. Tous les partenaires que j'ai sont des partenariats annuels. Je ne signe pratiquement, sauf pour des événements comme le sommet de l'investisseur, des choses comme ça, aucun one-shot. D'accord. Quand je rentre à Paris, que je vais voir tous mes partenaires, je ne mets plus un costume, je ne fais pas des PowerPoint, je ne vais pas dans des salles de réunion, je vais au resto. Et c'est des copains. Et c'est des copains. ProRealTime, la plateforme que je mets en avant, par exemple, qui est un outil d'analyse graphique et de trading, je l'utilise depuis 2006. Ça fait 18 ans. Je la connais par cœur. Quand j'en parle à mes lecteurs, je leur dis pas c'est la meilleure au monde. Je dis moi je l'utilise et je l'utilise de cette façon-là. Trade Republic, mon partenaire, je suis client depuis des années, ma femme aussi. Tous en fait, tous. Je suis client chez chacune des marques avec lesquelles je travaille parce que je considère que c'est les meilleurs dans leur domaine ou parmi les meilleurs. Voilà. Et je dis jamais aux gens d'ailleurs n'allez pas chez un tel. Je dis moi je préfère celle-là pour X ou Y raison. Du coup, je n'ai que des marques avec lesquelles que je suis fier de porter, où je sais que je m'entends bien avec les patrons, où je connais leur roadmap marketing et produits à l'avance pour un certain temps, où je sais que je vais être à l'aise, que je ne vais pas me survendre, que je ne vais pas devoir me changer ma façon d'être. Je signe des contrats où la partie variable est très faible. Je ne veux pas être un vendeur. Je ne veux pas à la fin du mois me dire « Oh, j'ai pas ouvert assez de comptes, je vais faire une petite vidéo putaclic sur Instagram pour ouvrir des comptes. » Non, surtout pas. Je vais voir les marques et je leur dis « Si ton produit est bien et qu'en théorie mes contenus sont pas mal, ça devrait fonctionner correctement, mais je ne ferai jamais plus. » Et je demande un fixe important parce que comme ça, je sais que je suis payé, j'ai de la visibilité, je peux prendre mon équipe et je suis plus serein dans mon développement. Mais là, j'en suis à une étape où j'ai grossi et où je prends mon bras droit en tant que salarié, où j'avance, etc.
et où on a des nouveaux contrats qui arrivent. Et en fait, pour la première fois dans ma carrière, j'ai défini qu'il n'y avait plus qu'un seul pilier qui était le pécunier, c'est qu'il y avait le pilier valeur et un nouveau pilier qui est le pilier plaisir. Parce que ça peut être aligné avec, la marque peut être alignée avec tes valeurs, ok, tout va bien, mais les contenus qu'ils vont te demander, les situations, les événements ne vont pas te mettre à l'aise, tu vas pas te sentir dans le bain, puis tu vas pas t'amuser en fait. Et donc maintenant, quand on regarde un projet, on se dit, est-ce que c'est du kiff, est-ce que c'est aligné, et puis bon, l'argent, ok. Mais j'ai pas de... Moi, mon but, c'est pas de faire des millions en fait. Mon but, c'est d'avoir... une équipe qui tourne, un projet qui tourne et de pouvoir aller faire du basket à 16h l'après-midi, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se lancent à leur compte. On voit qui l'objectif principal est justement de faire des choses dans leurs valeurs et qui ont du sens. Et ça, on le retrouve souvent, je trouve, auprès des entrepreneurs. Et c'est chouette et je trouve que ça rend encore plus crédible le contenu que tu vas créer. On va te faire encore plus confiance parce qu'on sait que tu es aligné, que tu vas pas nous vendre n'importe quoi. J'ai failli quitter la finance à cause de ça, Ouais. en fait. Et du coup, je me suis mis à faire de la finance comme moi j'aimerais que ce soit. Donc, je fais des vidéos où je suis en chemise à fleurs, où je parle avec mes mots, où je vends pas, en fait. Je suis moi, quoi. Tu as créé ça comme si tu étais ton propre client, ce que tu aurais aimé voir. Ouais. Moi, on dit souvent, t'es le cousin, le tonton gentil, le beau-frère ou machin qui veut te donner des coups de main pour te mettre le pied à l'étrier dans la création d'un patrimoine, l'investissement, etc. Moi, mes clients, mes lecteurs m'écrivent tous, ils me tutoient. Et j'ai une fois par mois, je vois un lecteur de Métropole qui vient en vacances à La Réunion et je mange tous les mois avec des lecteurs. Et les gens m'écrivent et je leur dis « Ah, tu viens à La Réunion ? Bah, va voir ça, et puis mon WhatsApp, c'est ça. » Et les mecs, je bois un verre avec la personne et il me dit « Mais moi, je pensais déjà que tu ne me répondrais pas. De deux, tu m'envoies ton WhatsApp, tu me dis « Vas-y, on va boire une bière au sauvage, machin. » Et on a passé un super moment. Et il y en a, ça restera des contacts. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est aussi la partie prenante très intéressante de pouvoir être entrepreneur, c'est qu'au-delà de gérer plus ou moins son temps, tu peux aussi le faire à ta manière et on sent que toi, tu as quelque chose de très humain, de très facile et abordable. Et t'es pas facile... Ah non, pardon, excuse-moi. J'allais dire, t'es pas non plus la personne qu'on va forcément surprendre, t'es assez constant et serein. Et moi, j'ai envie de te poser du coup 3 petites questions pour... Me sortir de ma zone de confort. Exactement. 3 Le questions but d'aujourd'hui surprises. est de sortir Nico de sa zone de Sachez confort. que ça fait 24 heures que je cherche des trucs pour me conseiller. Un petit peu plus. Mais en théorie, quand on est soi-même, c'est difficile de se faire coincer. Exactement. Non, Donc pas de stress. Celle-ci, elle est tout à fait facile. Quel est ton kiff simple au quotidien ? Tu vois, on a été gentils. Ouais, kiff simple au quotidien. Bah, y a le kiff professionnel où tu regardes tes datas, hein, ça c'est tout le monde. Non, bah moi c'est vrai que le temps du café ou du déj le midi où je suis sur ma terrasse, j'ai la vue mer et je suis détendu et là il y a mon chat qui vient et je lui dis ça va, tranquille, et je fais, ouais, tranquille. Là je sens que je suis bien, quoi. Je suis détendu, quoi. T'es serein. Ouais, ça fait du bien. On passe à la deuxième question. Alors les gens peuvent se demander pourquoi on recherche la sérénité dans la vie, hein. Mais c'est parce que j'ai eu une vie trépidante et pas que des choses faciles qui me sont arrivées dans la vie. Du coup, moi, j'ai un besoin de sérénité, de détente. comprends. C'est intéressant, les gens disent souvent qu'ils sont à la recherche du succès ou du bonheur. Et toi, du coup, t'as envie d'être calme. Ouais. Sachant que je ne suis pas des masses, hein. Oui, j'allais dire c'est un bon objectif. Parce que quand vous connaissez Nico qui n'est pas assis sur ce fauteuil. Bon, alors t'es tombé sur la question sur laquelle Thomas était tombé et il n'a pas réussi à répondre. Donc on espère que tu arriveras à répondre à cette question. Quelle est la chose la plus improbable qu'un client t'a déjà demandé ? Qu'un client ou partenaire ? lecteur. J'ai réfléchi à cette question quand je l'ai entendue. C'est Thomas ? Et j'ai pas trouvé non plus. Ah.
Et j'ai pas trouvé non plus. C'est vrai que je suis dans un milieu, la finance, où c'est assez Cadré. cadré, plan-plan, Rationnel. etc. Euh, Celle-là, elle vous pose tous une colle. ouais, j'ai pas des clients qui sont peut-être très originaux et qui peuvent me demander Ouais. des choses vraiment improbables. Pas forcément Ou que un tes clients, ça influenceur peut être tous tes influenceurs ou alors qui t'a les demandé un personnes partenariat. qui suivent ton contenu. Tu vas quand même manger avec les personnes qui suivent ton contenu une C'est fois vrai. par mois. C'est vrai. Non, j'ai pas eu de demande improbable. J'ai des gens qui sont dans le pétrin dans leurs investissements, qui me demandent de les aider, qui me demandent de faire de la magie. En fait, bon, j'ai mis 200 000 euros en bourse, je perds 150 000, qu'est-ce que je peux faire? Allez voir un psy, en fait. Non, mais c'est... Ouais. Et non, mais on Ok. m'a demandé de gérer des fonds de mecs millionnaires ou de choses comme ça, des plans parfois qui avaient l'air un peu abracadabrants. Et voilà, je suis pas allé dans des trucs, mais sinon rien de très improbable. Ok. Pour la dernière question, quelle est ta plus grande honte que tu as eue dans ta vie d'entrepreneur? C'est quoi le moment où vraiment tu avais envie de te cacher dans un petit trou? Et il faut savoir que Nico, c'est pas facile de le déstabiliser. J'essaie de le faire depuis le début de cette vidéo. Bah, il faut savoir faire son introspection. En fait, alors c'est difficile comment dire, à résumer très rapidement, mais grosso modo, les réseaux sociaux peuvent te changer. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné où je devenais important sur les réseaux sociaux pendant le Covid, j'ai vu qu'il y avait des gens qui manipulaient les gens sur les réseaux sociaux. Je me suis fait un peu le justicier masqué en disant lui il ment, lui il manipule, lui faites attention, etc. Mais du coup, je me suis attiré les foudres de gens qui derrière m'ont détesté, viscéralement. Des gens qui sont devenus des trolls, etc. Et au quotidien, quand on met ta photo avec des photomontages et tout ça, c'est très très dur. Et en fait, un jour, je m'intéressais à une petite action, j'en ai parlé, et tous ces trolls se sont venus dessus en disant « c'est de la merde ». Et l'action a doublé. Et à ce moment-là, je suis devenu imbu de ma personne. Et je leur ai dit « Ah, vous avez vu, je vous ai bien eu, hein, c'est moi le patron. » quoi. C'était peut-être aussi quelque part une façon de te venger et de te protéger. Ouais. De prouver, d'avoir besoin de prouver que tu es légitime, en fait. Parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles du fait que pour toi, t'es pas là pour faire de l'argent à tout prix, mais plutôt pour donner des conseils et que tu donnerais pas de conseils que tu suivrais pas. Donc je pense que c'est que ça attaque aussi un peu foncièrement, au-delà de ton business, ta personne. Ah, ça m'a impacté. Moi, je suis sensible et gentil. Ça m'a rendu méchant. Ça m'a rendu méchant, hargneux. Je me suis mis à parler plus de cette entreprise que de mesures. Et derrière, elle a fait moins 95%. J'ai plein de gens qui m'ont détesté à cause de ça. Et en fait... je sais que foncièrement, j'ai été trop pushy sur cette action-là parce que d'autres me disaient que c'était nul, parce que je les avais placardés, en fait. Et, le côté émotionnel avait pris le dessus sur le rationnel. Ouais. Et donc j'ai avalé la pilule, j'ai pris sur moi, je me suis excusé, j'ai dit que j'avais effectivement fait une erreur, que ça peut arriver. Oui. L'erreur est humaine. Mais peu de gens savent que le fait que j'ai plus parlé de cette boîte-là vient en fait d'un mal-être que j'ai connu pendant des mois à combattre des gens qui manipulaient, arnaquaient, mentaient viscéralement. Et donc maintenant, j'essaie de me détacher un tout petit peu plus. Mais c'est pas facile parce que on me dit mais détache-toi, arrête de répondre aux gens sur les réseaux sociaux, fais pas tes messages privés. Ben oui, mais moi c'est ce qui me fait moi. Bien sûr. Moi je réponds, ça fait 20 ans que je travaille, enfin 18 ans. J'ai répondu à 100% des CV que j'ai reçus toute ma vie. Bien sûr, c'est très important. Parfois juste oui, non, c'est pourquoi pas, va sur LinkedIn où j'ai pas de place pour toi, mais je réponds aux gens. Et donc de me dire ah bah en fait pour moins être en galère, faut arrêter d'être proche des gens. Bah non, ça n'allait pas. Et puis le réseau social chez certaines personnes qui sont pas dans des vies entrepreneuriales, c'est du divertissement. Chez nous, ça va vraiment être des outils de travail. Donc c'est sûr que tu peux pas ignorer ton outil de travail et c'est très difficile de faire la différenciation entre où s'arrête ton entreprise et où commence ta propre personne. Donc quand tu te fais agresser par des trolls, c'est pas juste ton travail qui vont agresser, c'est ta personne. Et du coup, c'est difficile quand on est salarié. On peut bien faire la part entre nous et notre travail. Là, quand ça s'entremêle, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué à gérer. Puisque je vous dis depuis tout
à l'heure que j'essaye d'être moi-même dans mon boulot, donc je suis moi. Donc quand quelqu'un critique mon travail sur les réseaux, il me Critique-toi. critique moi et je le prends directement. Ouais, c'est normal. Et pour les personnes à qui c'est déjà arrivé, comment est-ce que tu conseillerais de sortir de ces situations-là? D'avoir des commentaires, d'être dans un bad buzz, de se prendre des critiques qui peuvent vraiment faire mal, parce que généralement, les gens qui se permettent de mettre des commentaires sur les réseaux, c'est pas les personnes les plus bienveillantes. Comment est-ce qu'on peut rester positif et se sortir de ces problématiques? Alors c'est pas moi qui ai trouvé la solution, c'est mes bras droits. Mhm. Il y en a un qui m'a dit un jour, tu te rends compte de qui il faut être pour se lever tous les matins, aller sur Twitter et t'en mettre plein la tronche? Tu te rends compte du mal-être de cette personne? Et du coup, maintenant, à chaque fois que je lis un message de troll, je me dis, oh le pauvre petit, Se mettre à la place de l'autre. petit trollito, ça va pas dans ta vie? Oui. Et du coup, je suis moins énervé, au contraire, j'ai de la compassion. Ouais. Un autre moyen, c'est de se dire regarde les chiffres de tes réseaux sociaux, regarde le ratio de likes sur tes vidéos, regarde l'appétence des gens, regarde... Ah oui, j'ai un de mes associés, tous les matins, il m'envoyait le plus beau message privé qu'il trouvait sur mes réseaux. Oh. Donc je me levais le matin, tac, ah, t'as reçu un email. Mhm. Claudine, 60 ans, ça fait 10 ans que je te suis, bravo pour l'évolution. D'ailleurs, j'ai mis en place des comptes pour mes petits-enfants. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous donnes. Nanana. Tu te réveilles, tu lis ça, tu fais, ouais, c'est bon, aujourd'hui, je vais tout péter. Donc voilà, Ok. c'est deux petits tips Top. qui m'ont beaucoup aidé. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton dicton préféré qui montre un peu le mindset dans lequel Alors, tu es? j'en ai deux. Depuis le début, tu nous en sors Ouais, deux, alors qu'à deux. chaque fois, on te demande. Ouais, mais c'est parce que je Un les pour lui, un pour utilise son chat. tous les deux beaucoup et c'est deux aspects du business différents. Le premier, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Mhm. Ouais. Le côté j'ai envie que tout soit parfait, la vignette de la vidéo, faut corriger, le petit point de couleur en haut à droite, oui mais là on fait un media kit, il faut qu'il y ait ci, ça. Mhm. Il y a un moment donné, j'aime bien quand tout est aligné, les polices, tout ça, qu'il y a des points... Le perfectionnisme. mais Ouais. si tu deviens trop perfectionniste, tu fais beaucoup moins, donc tu fais pas, donc tu n'avances pas. Mm. Alors que plus tu vas faire d'erreurs, plus tu vas les corriger, plus tu vas atteindre ce niveau de presque 90% de perfection que tu aurais souhaité à la base. Donc fais, trompe-toi, vas-y, teste, travaille, lance des idées, un peu à l'américaine, tu vois. Nous, on est très, je fais quelque chose, ça marche pas, je suis Ouais. nul. Ouais. Non, À trop vouloir vas-y. faire bien, on fait rien du tout. Ouais, en fait. Ouais. exactement. Mhm. Ouais, moi, des concepts sur les réseaux sociaux, on fait ce qu'on appelle du A/B testing. Je trouve un nouveau concept, je développe le nouveau concept, ça marche, je le garde, ça flop, je le retire, et ainsi de suite. Je pense que c'est pour ça que c'est hyper important justement de mettre aussi en avant le fait que y a des choses qui n'ont pas marché, qu'on a fait des erreurs, parce que se réjouir d'un succès, c'est hyper facile, mais ça nous apprend pas grand-chose au final. Et c'est bien aussi de tester, de se lancer. Il y a beaucoup cette question aussi, je pense, de comparaison. On va forcément aller regarder nos concurrents, ils ont plus de likes, ils ont plus de vues, ils ont plus de commentaires, ça marche mieux. Ouais. Et c'est vrai que à trop rester dans cette expectation de super bien faire et du coup se mettre des contraintes qui sont inatteignables, on fait rien du tout et on perd en plus ce côté fun et spontané et chouette de ce qu'on fait et de pourquoi est-ce qu'on fait. Ouais. Et du coup, ton deuxième dicton? C'est quoi déjà? C'est tout vient à point à qui sait attendre. En fait, La patience. quand je discute avec des jeunes créateurs de contenu, là par exemple j'ai rencontré Clément Drissou, jeune Il est CGP passé au crew, réunionnais. Ok. Il y a quelques jours. Ok. Eh ben, il est adorable. Je l'ai rencontré alors qu'il allait faire son école, sa formation et tout ça. Et je lui dis, vas-y, lance-toi sur les réseaux sociaux. Et je lui explique que donc le temps va faire son œuvre. Et je lui explique, moi, ma stratégie, c'est la stratégie du moine tibétain. Donc le moine tibétain, en fait, il est carré et il fait toujours la même chose tous les jours jusqu'à ce qu'un jour ça prenne. Tu vois? Et quand tu démarres et que tu te dis et que je lui dis par exemple crée un post sur LinkedIn, mets-le sur Twitter, Insta, Facebook, Thread, etc. Il me dit ouais mais là j'ai 3 likes, là j'ai 2 followers, là j'ai machin. Je lui dis ouais mais ça fois 6 réseaux sociaux, fois 250 jours dans l'année, fois 3 ans, tu seras à des milliers sur toutes les plateformes. C'est la stratégie du moine tibétain. Il y a un moment donné, ça prend, t'es repéré, la persévérance paye. Si tu sais que t'es aligné, si tu sais que tu fais de la qualité,
Enfin, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Donc, il y a des moments, l'entrepreneur, il traverse, il fait des traversées du désert, en fait. Il y a des périodes où il n'y a pas de nouveau business qui vient, tu n'as pas de nouvelles idées, machin, mais tu continues. Voilà. J'adore ce truc du moine tibétain. Ouais, on parle beaucoup de discipline et de... Il y a une personne qui peut être très motivée et une autre un peu moins, mais s'il y en a un qui a une discipline, il y arrivera plus vite que celui qui peut avoir toute la motivation du monde, mais qui n'est pas discipliné. Ouais, ça, oui. Moi, tous les matins, je me lève, 5h30, je fais du crossfit, je mets la tête dans des glaçons. Tu bois du maté ? Est-ce que tu bois du maté ? Non, je suis plutôt matcha. Ok. Et du coup, tu es quelqu'un qui est quand même hyper solaire. Tu fais en sorte que ton business soit accordé à tes valeurs et ton travail, on va grossir un peu les traits, mais c'est quand même d'être un petit peu dans la prévoyance de ce qui va se passer sur les marchés. Moi, j'aimerais bien savoir, Nico, c'est quoi ta prochaine grosse idée ? Ma prochaine grosse idée... alors, j'ai un mini rêve, un mini délire. J'adore rencontrer mon public, en fait. Quand je fais des confs à Paris ou des salons, je les rencontre. C'est toujours des bons moments. J'ai fait la conf au Gross Island à la Run. Je me suis dit, c'est super. Et là, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien faire des conférences dans tous les dom-toms. Et faire un tour de la France. Alors, si on parle grosse idée, donc vraiment le max du max, en fait, je ferais tous les pays francophones. Ok. J'irai au Québec, j'irai en Suisse, j'irai en Belgique, j'irai dans certains pays francophones d'Afrique, j'irai en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, etc. Et je ferai ça sur 2-3 ans. Et je voyagerai, je rencontrerai mon lectorat et je ferai du Instagram storytelling, etc., des rencontres. Et puis, je prendrai des jours avant et après chaque conférence pour pouvoir être sur place et dire aux gens, écoutez, si vous voulez prendre un petit déj ou un déjeuner ou un dîner avec moi, je suis là 4 jours, j'ai 12 slots et pour rencontrer les gens. Et peut-être que, alors déjà, ça me ferait triper, ça changerait, ça me ferait voyager, j'adore ça. Ça me ferait rencontrer des gens, ce que j'aime beaucoup. Et puis, ça se trouve, en fait, ce serait la plus grosse mine d'informations, de retour sur mon travail que je pourrais avoir, qui pourrait m'aider à avoir the next growth idea. Voilà. Ok, top. Donc, un petit tour du monde avant d'avoir ta prochaine grosse idée. Ouais. Ou le tour du monde, c'est la prochaine grosse idée. Le problème, c'est que la prochaine grosse idée théorique, c'est d'avoir un marmaille. Donc, voyager autour du monde, marmaille, c'est un peu compliqué. Ça rentre dans les avions, il paraît ces petites choses. Ok. Je note. Bon, alors, avant le projet bébé, moi, je te propose qu'on fasse un petit projet d'un petit pitch. Ouais. Donc, on va te donner un petit projet pitché en quelques secondes. Parce que dans les grosses idées, on aime ne pas se prendre au sérieux. Et du coup, l'idée, c'est de pitcher une idée complètement absurde, bien sûr, et que tu nous convaincs vraiment d'acheter ton produit ou ton service. Est-ce que tu es prêt, Nico ? Oh, elle est contente. Oh, oui. Tu nous l'as fait rapide, tu nous l'as fait vendeur et tu nous fais rêver ? Vas-y. Une start-up qui a créé la petite cuillère parfaite. Bon, là, on va dans Matrix, hein, elle bouge. Tu vois cette cuillère ? Purée. Les choses les plus simples sont parfois les plus complexes à prendre. Alors, forcément, donc, ce que nous avons créé ces dernières années, c'est un mix entre les meilleurs matériaux. Donc, c'est de l'inox, donc c'est inoxydable, hein, vous pouvez l'utiliser à vie. Et d'autre part, c'est une cuillère IA reliée à un exhausteur de goût. C'est-à-dire que nous allons faire la palette de vos goûts préférés et que cette cuillère va pouvoir en bouche modifier l'odeur d'un aliment que vous aimez moins que les autres. Donc, moi qui déteste les endives, par exemple, ma femme fait des endives au jambon. C'est un goût de petit J'ai pois. demandé à ce que la cuillère me donne un goût de courgette. Voilà, c'est fonctionnel, ça vient de sortir. On a fait des tests là récemment sur Times Square. et elle est reliée par le cloud. et elle est seulement à $99. Donc allez-y, c'est 50% de promo en ce moment. Super. Et tous les liens pour cette petite cuillère seront en description. Merci beaucoup à toi, Nico, pour ton temps et tes bons conseils. On remercie.
Ouais, on remercie le remercie. Trapèze Studio pour notre sponsor de nous accueillir pour ce super podcast. On remercie, On remercie aussi Shine qui fait briller les entrepreneurs réunionnais. Ouais, on mettra un petit lien dans la description pour la promo. Et puis voilà. On a hâte de vous Merci retrouver. à tous les deux. Merci J'ai beaucoup. hâte d'écouter le prochain épisode. À bientôt.